Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Si nous votre bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la CEDEAO. Les dirigeants appellent à une transformation économique collective. Notre deuxième sujet concerne le Mali et la Russie. Assimi Goïta en visite à Moscou jusqu'au 26 juin. Nous en parlerons avec nos invités. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo et du Rwanda qu'elle portait pour un accord de paix sans le M23. Nous nous interrogeons bien évidemment avec nos invités, puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Manifestation, le gouvernement rappelle les règles et dispositions légales. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous, Gabin, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjrono. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci beaucoup à vous, Adam Adjrono également, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons de la CEDEAO. Les dirigeants appellent à une transformation économique collective. Un appel lancé par le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, à l'occasion d'un nouveau sommet tenu ce week-end à Abuja, dans la capitale nigériane. Sommet de la CEDEAO qui a vu également, entre autres, le changement de leadership. Nous y reviendrons peut-être dans une autre émission. Mais pour le moment, on parle économie. La CEDEAO se veut une région intégrée à travers l'augmentation des échanges économiques entre les pays membres, Gabin. Oui, c'est d'ailleurs l'essence de la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était une organisation qui a été créée pour pouvoir promouvoir quand même l'économie de la sous-région. Et avec le temps, on s'est rendu compte que bon, c'était beaucoup plus une organisation politique qui était beaucoup plus qui était prompte à répondre aux questions politiques ou bien à soutenir un dirigeant. C'était devenu beaucoup plus un clan d'amis qu'une organisation qui était beaucoup plus tournée vers l'amélioration des conditions de vie, à savoir des conditions de travail, surtout à l'inclusion économique des populations. Donc aujourd'hui, si Bola Ahmed Tinubu, à la fin de son mandat, trouve juste de pouvoir permettre à ce que, ou bien parler du fait qu'il faut une inclusion économique, je pense que c'est tout à fait normal. Et celui-là qui va prendre quand même la présidence puisse prendre quand même la relève et travailler dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends pratiquement la sous-région, c'est vrai qu'on a toujours parlé de libre circulation des personnes et des biens. Les biens surtout parce que, bon, ici, je prends juste l'exemple du Togo et du Ghana. Chaque matin, il y a des commerçants ghanéens qui viennent chercher des produits ici pour aller vendre dans leur marché, c'est vice-versa. Mais la plupart du temps, ces commerçants-là rencontrent des difficultés à leurs différentes douanes. On leur prélève toujours de l'argent, alors qu'on parle de libre circulation des personnes et des biens, ça pose véritablement problème. Donc, on doit beaucoup plus travailler à l'inclusivité de l'économie dans la sous-région. Il ne suffit pas juste de faire de beaux discours, il va falloir aller à l'application. Et on a parlé aussi de l'industrialisation et autres. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué c'est vrai que dans d'autres pays, on permet à d'autres citoyens de s'installer sans grand problème et tout, mais dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est encore plus compliqué. C'est vrai, au Togo ici, l'arsenal juridique est beaucoup plus adapté, même à un étranger qui veut s'implanter sur le territoire national ici. La preuve est que beaucoup d'étrangers s'implantent quand même ici. Ça participe quand même à l'éclosion aussi de l'économie de notre pays. Mais il faut remarquer que dans d'autres pays, c'est très difficile de pouvoir s'implanter et de développer ces activités économiques parce qu'il y a une certaine nationalisation aujourd'hui de ces États-là. Bon, surtout, ils sont dans la promotion de ce qui est national. Est-ce que ces États-là aujourd'hui seront enclins à permettre à ce qu'il y ait des citoyens d'autres pays qui viennent prendre des secteurs porteurs dans leur pays?
ça aussi, c'est un autre problème. Et quand on parle d'industrialisation, il faut parler aussi de la question énergétique. Est-ce que dans la sous-région, nous sommes véritablement indépendants pour envisager à créer de grosses industries et surtout à faire en sorte que, bon, il y a beaucoup plus de coopération sud-sud, surtout de coopération entre les pays de la CEDEAO et même les pays de l'AES, parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons les pays côtiers, hein, le Togo, le Bénin, d'autres pays qui ont quand même des ports, la plupart des pays de l'AES prennent leurs marchandises d'ici. Donc, il va falloir créer un canal, pas que pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais les pays de la CEDEAO, mais aussi et surtout les pays de l'AES pour que l'inclusion soit totale, pour que bon, nous soyons véritablement intégrés. On a toujours parlé d'intégration, mais on doit aller vers une intégration beaucoup plus poussée des populations afin de permettre une certaine fluidité par rapport à la libre circulation des personnes et des biens, ce qui va faire promouvoir beaucoup plus l'économie de notre sous-région. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Alors, Adam Adjronou, c'était le premier sommet économique de la sous-région, ou du moins de la CEDEAO, qui s'est tenu à Abuja. Les dirigeants ont appelé à une intégration économique de la sous-région. Ils ont appelé les pays à favoriser l'intégration sous-régionale, à augmenter le flux d'échanges entre les deux. Le Nigeria et le Bénin, d'ailleurs, ont donné l'exemple avec un accord annoncé. Oui, il était nécessaire de revenir sur cet aspect dans une communauté qui bat de l'aile. Vous aurez dû le constater lorsque vous posez la question à nombre de commerçants ou ceux qui mènent des activités économiques dans la sous-région. Ils vous diront qu'en réalité, les process liés aux transactions économiques et tout ce qui va avec ne sont plus en bon point dans la sous-région. Et justement, Gabriel le disait tantôt lorsqu'il expliquait le fait que la sous-région s'est beaucoup plus attardée sur des questions beaucoup plus économiques. Or, en réalité, à la création de la CEDEAO, c'était plus l'économie qui était mise en avant. Malheureusement, à l'aune de ces 50 ans, je pense que l'institution, comme tout le monde veut bien, en tout cas le partager, l'institution doit se reformer. Donc, je pense que c'est le socle qui est en train d'être posé et justement, Ahmed Tinubu a bien fait de ne pas associer en réalité ou de ne pas affecter l'organisation à la CEDEAO. C'est vrai que c'est la CEDEAO qui a été donc citée, mais l'organisateur n'est pas la CEDEAO. C'est un sommet économique, en tout à cas, fait. de la CEDEAO. Même si c'est Ahmed Tinubu qui l'organise, même si c'est le Nigeria qui l'organise, c'est de la CEDEAO. Non, les pays de la CEDEAO, disons-le comme ça. Bon, les pays de la CEDEAO. Okay, d'accord. Puisque normalement, les pays de l'AES et la Mauritanie étaient normalement invités. Tout à fait. Peut-être c'est justement pour permettre à ces pays-là de venir partager l'exemple-là. Puisque, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à constater cette rupture-là liée surtout sur le plan politique avec les pays de l'AES. Il fallait justement créer, en tout cas, un microcosme qui rassemble en réalité tous ces pays de la CEDEAO pour qu'on revienne aux fondamentaux de la création de la CEDEAO, qui est donc l'économie. Donc, et je pense que le géant qui est aujourd'hui le Nigeria, même si Ahmed Tinubu, lors de sa mandature, je pense que c'est l'une des mandatures les plus catastrophiques de la CEDEAO, puisque c'est à son œuvre, l'histoire le retiendra, que c'est sous sa mandature que la CEDEAO a été donc fissurée. On a eu donc ce retrait de ces trois pays-là. Donc je pense que lorsqu'on veut parler en termes de bilan, Ahmed Tinubu, je pense que il sort la cubasse. Donc il fallait quand même revenir, en tout cas, sur un certain nombre de fondamentaux qui permettent en réalité de se ressusciter et de redonner ce souffle nouveau-là à la CEDEAO et justement pour le mettre dans le concert des grandes nations en ce qui concerne dans la CEDEAO. Donc justement, je pense que le Nigeria, portant dans ce projet, est la bienvenue, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'économie dans la sous-région sans parler du Nigeria. C'est vrai, lorsque vous égrenez un peu les chapelets de ces manquements liés donc à cette économie, je pense que le Nigeria occupe un pas très important. Donc il faudrait quand même que ce pays prenne l'exemple. Et justement, en parlant des gens, il ne faudrait pas que ce soit seulement des discours. Vous l'avez dit, ils ont donné l'exemple avec le Bénin. Je pense que c'est un grand exemple. Ben, il faudrait quand même que le Nigeria aille davantage. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria, lorsqu'on parle de l'économie de la CEDEAO, je pense que le Nigeria a un poids très important donc, dans cette économie-là. Donc, il lui appartient de pouvoir être beaucoup plus flexible sur un certain nombre de propositions données pour permettre à deux pays de pouvoir donc suivre la manche. Et donc je pense que c'est une fierté. Justement, vous allez constater que
depuis cette rupture-là, puisqu'on ne peut pas parler de cette économie-là sans tenir compte de ces pays de l'AES qui, entre-temps, justement, lorsqu'on parle politique, n'y sont pas. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'économie, aucun pays ne peut rester donc en autarcie. Il leur appartient quand même de nouer cette alliance-là pour faire en sorte qu'au-delà des questions politiques qui les divisent, il faudrait quand même que l'économie puisse donc les rassembler. Et donc, je pense que c'est sur ces pans-là que le Nigeria a trouvé opportun d'organiser ce sommet-là pour ressusciter la CEDEAO et permettre que l'espace puisse donc revigorer son énergie, avoir une peau neuve et se relancer. Et justement permettre à ce que, si, comme je le disais tantôt, les questions politiques puissent les diviser, mais que la sous-région puisse tenir sur le plan économique et être ce modèle-là qu'on a connu il y a 10 ans et qui malheureusement n'est plus le cas aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou. Alors, quand l'appel vient d'un pays comme le Nigeria, avec sa population de plus de 230 millions d'habitants, est-ce que un pays comme le Nigeria a déjà fait l'expérience en se renfermant sur lui-même pour faire éclore son économie? Est-ce qu'il a réellement besoin des autres pays? Est-ce que vous pensez qu'au-delà des discours qui sont tenus, on va aller à des situations concrètes? On sait que le Nigeria, c'est vrai, c'était sous Buhari, avait fermé les frontières au Bénin, avec lequel il signe aujourd'hui un partenariat pour relancer l'économie. Est-ce que vous imaginez que cet accord puisse se traduire par des faits concrets ou ce sera de simples discours, comme on a l'habitude de le voir? J'aimerais bien être optimiste. J'aimerais bien être optimiste parce qu'aujourd'hui, le Nigeria, malgré sa population de 230 millions d'habitants, le Nigeria est en pleine expansion d'industrialisation et ce pays a besoin de faire écouler ses produits. Nous voyons avec la raffinerie de Dangote qui aujourd'hui a besoin de desservir pratiquement la sous-région. C'est vrai que beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest ne s'approvisionnent pas auprès de la raffinerie de Dangote. Donc le Nigeria a besoin de faire écouler ses productions. Et en matière d'industrialisation, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui au Nigeria. C'est vrai, même la plupart de nos dames au marché pour des productions, ces dames-là, avant, elles allaient à Dubaï et autres là pour pouvoir acheter leurs produits. Mais aujourd'hui, juste à côté du Nigeria, juste à côté au Nigeria, elles y vont, elles prennent leurs produits, elles viennent vendre ici à Lomé. Donc à un moment donné, il faut se dire que le Nigeria, en invitant les autres pays de la CEDEAO à ce sommet économique, c'est pour un objectif donné et assez précis. Parce que le Nigeria est un grand producteur et ce pays-là ne fait rien sans rien. Ce sont des hommes d'affaires la plupart du temps et ils ont besoin quand même de faire écouler leurs produits. Nous savons très bien, même nos pièces détachées, la plupart du temps de nos motos, ce sont eux qui les vendent. Et ils sont fabriqués quand même chez eux. Avec une grande population qui pourrait la consommer. C'est là mon inquiétude. Est-ce que le Nigeria, comme il a toujours tenté, ou bien été tenté de le faire, ne va pas continuer dans cette logique de faire consommer à ses concitoyens ces produits? Ou bien va-t-il s'ouvrir au reste du monde, ou bien au reste de la sous-région en permettant que des produits des autres pays viennent sur son sol et exporter aussi ces produits? C'est là où sera le problème. Parce que peut-être le Nigeria fait en sorte de faire écouler ses produits dans la sous-région, mais maintenant, c'est un marché assez fermé par rapport aux produits des autres pays. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Hein. Le Nigeria, même les Nigériens, les populations elles-mêmes ne sont pas véritablement enclins à consommer les produits des autres pays. Je ne sais pas si la mentalité va changer du jour au lendemain. Ça, ce n'est pas du tout sûr. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Bola Ahmed Tinubu a constaté qu'il y a quelque chose. Et bon, les autres pays, ce sont eux qui doivent essayer quand même de voir dans quelle mesure ils peuvent essayer ou bien faire consommer leurs produits aussi au Nigeria, surtout voir dans quelle mesure le Nigeria peut avoir besoin d'eux. Parce que si déjà au Nigeria, il y a déjà les industries, ce sont eux-mêmes qui produisent et vous leur demandez de consommer ce qu'eux-mêmes ils produisent déjà, ce n'est pas possible. Vous aurez pu constater que la plupart des pays ouest-africains, qu'est-ce qu'on fait? On est beaucoup plus dans l'importation. Donc, vous ne pouvez pas importer et aller vendre au Nigeria parce que pendant que eux, ils ont déjà des industries sur place et ils produisent. Ça ne sera pas faisable. Donc, c'est aux autres pays d'étudier le marché nigérien et voir ce qu'il manque. Et là, eux aussi, ils doivent créer des industries parce que la plupart du temps, nous sommes dans l'importation, on importe, alors qu'on est en train de parler d'économie et d'industrialisation. Nous devons plus aller vers l'industrialisation et
essayer de servir les autres pays en ce qui leur manque. Et une coopération qui sera essentiellement à l'avantage du Nigeria? Forcément, on parle de la première économie de l'Afrique de l'Ouest et la deuxième en Afrique, si je ne me trompe pas, hein, après l'Afrique du Sud. Oui. Donc, à un moment donné, il faut se dire que ce sont eux qui auront beaucoup plus à gagner dans cette histoire, mais ça va permettre aussi aux autres pays de pouvoir se développer et de s'ouvrir aux autres marchés. Et là, leurs productions aussi iront vers le Nigeria, pas que le Nigeria, mais vers d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et même, pourquoi pas, de l'Afrique. Nous savons que la CEDEAO, beaucoup de sous-régions se sont inspirées quand même de cette institution-là. Si on fait bien les choses aujourd'hui, ça veut dire que, bon, on peut même desservir les marchés d'autres marchés des pays africains et autres là. Donc, je pense que c'est certes, le Nigeria sera le plus grand bénéficiaire, mais les autres pays de la sous-région aussi auront leur part. L'objectif, c'est de relancer les échanges économiques entre les pays de la sous-région ouest africaine. Et pour cela, comme je le disais, les pays de l'AES et la Mauritanie étaient également invités à cette rencontre, à ce premier sommet économique, sauf qu'ils n'ont pas répondu à l'appel. Même dans les pays membres de la CEDEAO, plusieurs n'ont pas répondu à l'appel, du moins par leur président. Cette rencontre porte-t-elle de réelles promesses, même si on sait que des discours ont été faits dans ce sens? Est-ce qu'elle porte réellement des promesses? Parce qu'on sait que la CEDEAO, c'était à la base une communauté économique. On avait parlé de libre-échange des biens et des personnes, mais quand on voit sur le terrain ce qui se fait, est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer que ce sommet change les donnes? Vous savez, la question n'est pas seulement une question de présence de dirigeants pour en réalité donc impacter les grandes résolutions qui seront prises. C'est justement parce que vous savez, lorsqu'on parle de la question économique, ce n'est pas cette question politique là où on a besoin fondamentalement des présidents qui viennent donc faire en tout cas de la figuration et que les résolutions au départ sont mises sur le tiroir. Ici, nous parlons d'une économie. Et l'économie concerne essentiellement donc les populations. Et lorsque vous prenez, en tout cas, ce regroupement qui a été donc déjà amorcé, c'est aux populations même, ou les commerçants, les grands commerçants de chaque pays, au regard des grandes résolutions qui seront donc prises à leur avantage, qui vont susciter en réalité la prise de cette décision-là dans leur pays interne. Vous savez, la réussite, c'est d'abord la vision et la stratégie. Je pense que la stratégie qui est en train d'être mise en place aujourd'hui, c'est justement parce que cette économie dans la sous-région est mal structurée. Lorsque vous prenez un géant comme le Nigeria, que je vais bien comparer avec ce que fait aujourd'hui le Maroc, qui est en train, contre vents et marées, de pouvoir pénétrer en tout cas les économies de toute l'Afrique, justement pour faire en sorte que ce qu'il fabrique chez lui puisse donc avoir un marché, un écho favorable dans ce marché-là. Et justement, le Nigeria a constaté que quel que soit, en tout cas, l'industrialisation, l'économie avancée que le Nigeria a, il pourrait faire davantage de bénéfices si ce marché-là était plus organisé, mieux structuré. Plus ouvert. Donc je pense que c'est à cela qu'Ahmed Tinubu a dit que voilà, si aujourd'hui l'économie du Nigeria, quoi qu'on dise, il est géant, etc., mais l'économie là-bas de l'aile. Et maintenant, est-ce que ça va profiter également aux autres pays de la Bien sous-région? évidemment, ça va profiter aux autres pays, parce que je disais tantôt que c'est une question économique, et on n'a pas fondamentalement, parlant d'une question économique, on n'a pas fondamentalement besoin tout de suite de dirigeants. Ce sont les décisions qui vont être prises, et lorsque vous constatez qu'il y a donc bénéfice au niveau de grands commerçants, des économies, ça va fondamentalement interpeller les dirigeants à regarder du bon côté. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.